Oda nous a enfin révélé la nature du fruit de Loki, mais fidèle à son style, il ne nous l'a pas vraiment dévoilé. Il nous a seulement offert des aperçus fugaces. Cependant, les pouvoirs de Loki, et notamment leur lien thématique avec la mythologie nordique, nous permettent de tirer de nombreuses conclusions. Alors explorons ce fruit mythique et obscur, ainsi que tous les autres éléments à analyser dans ce chapitre. Sur la couverture, on voit Jim travailler dans une gare ferroviaire, vendant des bento aux autres membres de l'équipage du chapeau de paille. Bien sûr, l'idée d'un train d'anguilles relève du surréalisme d'Oda, mais la vente de bentos en gare est une pratique courante et profondément ancrée dans la culture japonaise. Comme vous le savez, peut-être un bento est une boîte à lunch contenant des aliments préparés à l'avance. Or, on en trouve très souvent dans des supérettes et certains commerces, permettant ainsi de savourer un repas équilibré et sain sans avoir à cuisiner un plat complexe à la maison ou au restaurant. Ces bentos sont courants chez les enfants notamment, parce que la tradition veut que les parents leur préparent des repas à emporter à l'école pour un déjeuner plus équilibré qu'un simple sandwich. Ils sont également très appréciés dans les gares où ils sont appelés ikiben ou bento de gare. En effet, de nombreux voyageurs, surtout ceux qui prennent le Shinkansen pour se rendre dans une grande ville du pays, mangent dans le train afin de gagner du temps, tout en savourant un repas équilibré. Dans ce cas précis, Jinbei vend des bentos pour les gares, parfaits pour un long voyage. Le plus étrange, c'est que, comme l'indiquent les kanji, il s'agit d'un bento. Autrement dit, d'unaji bento, un type de bento courant, mais aussi un peu bizarre, étant donné que les trains eux-mêmes sont des anguilles. Ces trains sont-ils vivants vu leurs yeux, ou est-ce que purement thématiques? Peut-être vaut-il mieux ne pas trop s'y attarder. L'équipage du chapeau de paille est composé d'enfants, ce qui fait écho à la tradition des bentos servis aux écoliers. Robin semble être l'aîné, chargé des achats, tandis que Luffy, reconnaissable à son t-shirt orné du chiffre 56, est représenté comme un enfant. Golu Chopper, Nami, Usabe, Zoro et Sanji sont tous dépeints comme tels. Détail amusant. Zoro n'est représenté qu'avec une seule épée, preuve de son jeune âge, puisqu'il n'en manie pas encore 3 à cette époque. Et Chopper est toujours représenté comme un renne comme avant qu'il ne mange le fruit. On reprend exactement là où on s'était arrêté. Ragnar, doté d'une volonté propre, tente d'attaquer Loi qui l'esquive de justesse. Comme on le pensait, Ragnar est bien un marteau qui a mangé un fruit de Zuendel et a acquis une volonté propre. Et comme l'explique Harold, si le fruit est resté intact, c'est parce que Ragnar, au fil des années, n'a jugé personne digne de le manger, mettant à l'épreuve quiconque oserait y goûter. Il est en quelque sorte un gardien chargé d'empêcher quiconque de s'en emparer. Cela se rattache au mythe originel de Mjolnir, selon lequel seuls un petit nombre d'individus, principalement Thor et quelques autres exceptions dans certains récits, auraient pu soulever le marteau. Ce mythe a cependant évolué au fil du temps pour devenir l'idée que seuls les dignes peuvent soulever Mjolnir. Et Oda, dans ce cas précis, revisite le mythe. Ragnar protège le fruit et ne permet qu'aux dignes de le prendre, tout en leur accordant également le droit de manier le marteau. De même, au fil du temps, l'idée que le Mjolnir est incroyablement lourd s'est développée comme en témoigne la façon dont le marteau écrase le sol de la pièce menant à la porte. Il est possible qu'il ait de son propre chef tenté de briser le sol pour arrêter Oki. Ce dernier essaie de lutter contre le marteau et tous deux sont à bout de souffle, comme vous pouvez le constater dans les bulles de dialogue. Ils en finissent par s'affronter dans un ultime choc où Ragnar brise le marteau de Doki. Cependant, Ragnar en sort avec une belle contusion. Le marteau reconnaît donc sa défaite et montre directement à Loki le fruit.
À ce moment-là, Ragnar semble avoir mangé un fruit de Zuan, une sorte d'écureuil. Si l'on poursuit le lien avec la mythologie nordique, il s'agit très probablement du Rathatos, un écureuil messager qui transmettait des messages entre les Nirhagirtiel, ces aigles perchés au sommet de l'arbre, et les Nirhagihi. On ne sait cependant pas grand-chose de plus. Cela pourrait correspondre au Ratskar, le fruit mythique du Rizinomi, fruit de l'écureuil. Mais on pourrait aussi se poser trop de questions, et il s'agit peut-être simplement d'un Rizinomi ordinaire, le lien étant purement symbolique. Ce qui est étrange, c'est que Ragnar semble capable de générer le tonnerre, comme en témoigne l'éclair que Loki a fait tomber au début de Ragnarok, et celui qu'il utilise dans ce chapitre 2. Bien que cela soit cohérent avec le mythe de Mjolnir capable d'invoquer le tonnerre, cela n'a pas vraiment de rapport avec le concept des écureuils ou des Rathatos. Possible, hein, que nous rompions et on écrit s'agit d'un écureuil ayant mangé une sorte de fruit marteau au pouvoir de foudre. Mais étant donné la façon dont Oda a déjà utilisé les ondes de consommation d'objets, cette option semble de loin la plus probable. Cela me fait m'interroger sur la longévité des objets se nourrissant de fruits Zuan, car il semble que Ragnar protège ce fruit depuis très longtemps. Après tout, un marteau ne devrait pas vieillir. Revenons à Harold Gaben et Shanks Tenzint de l'arrêter, utilisant apparemment le Hakanimen du Conquérant. Gavan explique plus précisément la faiblesse des chevaliers divins en précisant que, comme nous le savons, le Hakaniman du Conquérant altère la régénération conférée par l'immortalité sans toutefois l'empêcher complètement. Cela signifie que plusieurs attaques du Conquérant sont nécessaires d'affilée pour empêcher quelqu'un de se régénérer totalement. Imaginez, en termes de jeu vidéo, un personnage doté d'une capacité de régénération de points de vie, mais dont le temps de recharge de cette régénération est allongé par certaines attaques. Cela signifie que si vous détruisez complètement leur PV et avant que la régénération ne soit suffisante, ils mourront. Ceci est cohérent avec l'idée déjà évoquée que le Haki peut contrer la puissance des fruits du démon. Par exemple, Law, Almasaisti et ses pouvoirs pour téléporter quelqu'un comme Kaider ou Big Mom dans l'eau à cause de son hake gigantesque. Il est donc logique que les pouvoirs du démon qui fonctionnent probablement selon un système similaire à celui des Druids soient également limités par un hake suffisamment puissant. Ce dernier les affaiblit et les ralentit au point qu'ils ne peuvent pas régénérer leur corps assez rapidement avant d'être tués. Comme l'a dit Jabek, le pouvoir éternel n'existe pas. Cela explique pourquoi Summers a mis autant de temps à se régénérer après l'attaque de Gaben, mais est finalement guéri, car Gaben n'avait pas le temps de l'achever étant trop occupé à sauver les enfants. Il a donc simplement essayé de le neutraliser le plus longtemps possible, tout en s'occupant d'abord de Goku pour libérer les enfants. Vu comment Saturne, bien que possédé par un émeu, ce qui devait l'ennuyer profondément, a survécu à une attaque massive de conquérants, il semble que sa force réside davantage dans la succession d'attaques que dans une seule attaque puissante. Bien sûr, cela varie énormément d'une personne à l'autre et en fonction de sa force et d'autres facteurs. J'imagine que l'immense force de Harold est aussi ce qui complique la tâche de Shanks et de Gaban. Ce dernier mentionne d'ailleurs que le fait que Harold soit lui-même un conquérant rend ses attaques plus difficiles à atteindre, ce qui rejoint des propos de Roger et Gar. Jab est un adversaire redoutable grâce à son haki du conquérant, car ce dernier semble reposer sur un système de régénération similaire à celui de l'immortalité. Saturne étant lui aussi un adepte du haki du conquérant, cela explique peut-être sa survie lors de la gigantesque attaque de God Valley.
C'est probablement aussi la raison pour laquelle Luffy a eu du mal à blesser les dieux à Egghead, bien qu'il les ait attaqués à plusieurs reprises. Ces attaques furent-ils trop brèves pour qu'il puisse maintenir un assaut continu et les éliminer. Gaben précise qu'il a fait la connaissance des chevaliers et armés lorsqu'ils ont tenté de s'emparer de Shanks, mais qu'ils n'ont pas pu résister au puissant haki du conquérant des pirates de Ryuge. Shanks prétend avoir entendu la même histoire de Summer à son retour en Terre Sainte, ce qui explique enfin le traumatisme de Summer envers Gaben, traumatisme qui au final n'avait absolument rien à voir avec la vallée des dieux. Et quoi qu'il en soit, Ragnar autorise Loki à manger le fruit, hochant la tête, satisfait d'avoir accompli son devoir. On voit alors Loki le manger, et chose étonnante, le fruit est incroyablement petit, compte tenu de sa taille gigantesque. Les fruits étant conçus à l'échelle humaine, mais sa forme est pointue, évoquant un durian ou un litchi. À ce moment précis, Loki se transforme. Bien sûr, Oda choisit de rester dans l'ombre, ce qui complique un peu l'identification de sa transformation, mais essayons de la déchiffrer. Il semble s'agir d'un Zoan, car on voit Loki se transformer en une créature imposante, d'abord sous sa forme bestiale, puis sous sa forme hybride. Sous sa forme bestiale, Loki semble se couvrir d'une sorte de fourrure hérissée ou de cornes, tandis que ses mains prennent une apparence canine avec des griffes à leur extrémité. Lors de sa transformation, il pousse un puissant grognement qui ressemble davantage à un hurlement animal générique afin de ne pas le rendre facilement identifiable. La grande silhouette noire aux yeux brillants est difficile à distinguer d'autant plus qu'elle semble s'étirer vers le haut. Difficile de dire quelle part de cette forme noire n'est qu'une ombre portée, ou s'il s'agit d'un contour précis, car on ne distingue tout au plus qu'une sorte de griffe en bas à gauche. Dans la case suivante, cependant, on voit la silhouette courir à travers le château, apparemment à quatre pattes, ce qui suggère qu'il s'agit d'une créature quadrupède. Les griffes deviennent plus clairement visibles plus tard lorsque Loki lacère Harold et lui laisse de profondes marques de griffes. Et ces marques correspondent exactement à celles observées dans la salle du trône. Il y a plusieurs chapitres, notamment le chapitre milanais, c'est 39. Nous avions déjà souligné à l'époque que cela pouvait indiquer que le fruit de Loki était une sorte de Zoan mythique responsable de ses griffures. On voit d'ailleurs Loki frapper Harold avec violence jusqu'à ce qu'il le saisisse par la tête, révélant ainsi la silhouette de ce qui semble être sa forme hybride. Bien que cette forme ne laisse pas apparaître le contour de son casque, elle conserve ses cornes géantes ancestrales qui, rappelons-le, sont bien réelles. Et bien qu'elle garde une forme plus humanoïde, sa tête semble avoir un museau. On distingue également très légèrement la silhouette de ce qui ressemble à ses gants dans l'ombre. Mais ses griffes se sont étendues à l'intérieur même des gants. Avec ces détails, nous pouvons formuler quelques hypothèses concernant le fruit de Loki. Un exemple très répandu et populaire serait le Nirhogger, mentionné précédemment, un dragon de type Ryorionomi, inspiré du fruit du dragon et du mythe d'hier du Nirhogger. Dans la mythologie nordique, ce dragon géant est décrit comme un être qui réside aux racines du Yggdrasil, connaissant l'arbre depuis les profondeurs de l'enfer, le royaume des morts. Cela concorderait avec l'idée que Loki soit enchaîné aux racines de l'arbre d'Adamant, le monde souterrain étant inspiré à la fois de Niflheim, Nibelheim, le royaume gelé, et Helheim, le royaume des morts. Au début du Ragnarok, on dit que le Nikager est lâché en portant les morts dans ses ailes, bien que le dragon lui-même ne soit pas aussi directement lié au déclenchement du Ragnarok que Loki ou d'autres personnages. On pourrait l'interpréter comme Loki incarnant le Ragnarok et libérant ainsi le dragon.
Ce qui renforce véritablement ce lien, c'est le rôle de Ratatoskr comme messager du Nirhagar, et surtout le fait que dans One Piece, le nom du Nirhagar soit écrit avec le kanji du dragon, du tonnerre en Ryu. Cela suggère qu'il possède des pouvoirs liés à la foudre, comme on l'a vu dans la création du cauchemar, engendré par les enfants et dans la destruction de Gum. Ceci expliquerait pourquoi Loki est capable de générer des éclairs avec le Ragnar. Il ne s'agirait pas d'un pouvoir inhérent au marteau ou à sa capacité d'écureuil, mais plutôt d'un pouvoir lié à son fruit du démon, lui permettant ainsi d'invoquer la foudre grâce à ses pouvoirs de Nirhagar. Ratatoskr parvient simplement à canaliser cette énergie sans être affecté, car après tout, c'est un marteau. Il est fait de métal. Ce qui est déroutant, c'est comment Loki pourrait invoquer un éclair tout en étant partiellement enchaîné par de la pierre marine. Mais comme on l'a vu par le passé, avec le fruit à Luffy par exemple, la pierre marine n'empêche pas forcément l'utilisation des pouvoirs des fruits du démon. Elle affaiblit simplement considérablement l'utilisateur. Cependant, dans des cas comme celui de Loya, elle semble bien rendre la transformation impossible. Quant à Luffy, son corps restait élastique et caoutchouteux même immergé dans l'eau ou enchaîné par de la pierre marine. Il est donc difficile de dire si la génération de tonnerre de Loki pourrait être limitée par les chaînes, mais si c'était effectivement uniquement le pouvoir de Ragnar, alors ce ne serait pas un problème. Il existe cependant une autre option que j'ai déjà évoquée à plusieurs reprises concernant les marques Gem de Griff et Jamdkié, le Fenrir ou Inuinumi, fruit du démon du chien. Dans la mythologie nordique, le Fenrir est un loup gigantesque, fils de Loki. Lors du Ragnarok, l'un des événements déclencheurs de l'Apocalypse est l'incendie de l'arbre Yggdrasil par Loki que l'on voit faire lorsqu'il est partiellement libéré par Luffy et Zoro. Cet événement est prédit par Fambleveta, un hiver cataclysmique annonçant l'arrivée du Ragnarok illustré dans One Piece par le grand froid qui frappe Albathès après la naissance de Loki. Dans le mythe du Fenrir, le loup aide Loki non seulement en brûlant de l'arbre Yggdrasil, mais surtout en déclenchant le Ragnarok par la mort de Dain, le chef des dieux. Cela expliquerait parfaitement le lien entre le fruit et Loki, d'autant plus que Odin, chef du panthéon des dieux nordiques, représente également une figure importante. Dans les versions plus modernes du mythe, le roi Harold d'Albath. Loki est même considéré comme le fils d'Odin, ce qui n'était pas le cas dans le mythe original. Cependant, le fait que les pouvoirs du loup permettent à Loki de tuer un Harold correspondrait au mythe du chef de tous les dieux d'Asgard, tué par les pouvoirs d'un loup. Alors que Loki précipite le pays vers le Ragnarok, amorçant la lente mais inéluctable disparition du tiers-monde, son apparence est similaire à celle de son escouade. Son équipement composé d'un éventail est assorti à sa fourrure hérissée et à ses griffes assez plus massives, évoquant celle d'un Lugonasaru. C'est difficile à dire cependant car il pourrait être en pleine transformation. De plus, le fait que son escouade soit équipée de protection correspond à l'apparence du monstre, le Nitoger, tel qu'il apparaît dans les cauchemars des enfants, possédant des pieds et des ailes à la place des bras, contrairement aux griffes utilisées par Loki. Et la silhouette de la forme hybride semble bien plus évoquer le museau fin et boueux que la mâchoire volumineuse d'un dragon. De ce fait, je suis plus enclin à croire que Loki possède des pouvoirs liés à Fenrir plutôt qu'à Nidhogger, car la ressemblance est plus frappante et le lien thématique avec le début du Ragnarok est plus évident. Mais d'un autre côté, au-delà des liens avec les Ratatoskr, je ne peux ignorer que les explications de Nidhogger sur les pouvoirs liés au Ragnarok permettraient d'éclaircir bien des points. Surtout si l'on considère que le Nidhogger en tant que dragon de la ligne n'est pas un élément de la mythologie nordique, mais une création purement originale de One Piece. Oda s'est donné beaucoup de mal pour inclure une lecture de kanji différente et montrer le cauchemar du Nidhogger lançant des boules de la ligne
juste pour justifier ce pouvoir qui, à ma connaissance, n'est emprunté à rien d'autre. Et surtout, si Loki est le Fenrir, qu'est-ce qui rend son pouvoir si dévastateur? Dans la mythologie nordique, Fenrir n'est qu'un grand loup effrayant, ce qui semble imposant, mais pour les standards de One Piece, cela le différencierait-il de quelqu'un comme Jabra? D'un autre côté, le Netagara est un dragon capable d'invoquer la foudre, ce qui, comme nous l'avons vu, a laissé une marque dévastatrice sur Alb et Sa puissance n'est pas sans rappeler celle d'Anno qui avait déjà la capacité de détruire de petites. Et elle se chiait, même si cela était dû à l'utilisation de ses pouvoirs par la machinerie de l'Arche Maxia. Ceci évoque fortement le pouvoir d'Aranis de détruire Lucien, et donc le dessin de la Harley avec le dragon au-dessus du grand arbre frappé par la foudre. Nous en sommes arrivés là en considérant l'arbre fruitier de Dowell comme l'élément clé et même la foudre provenant du vaisseau représentant des frappes d'Uranus menées par Emu à l'origine des inondations visibles sur le côté. Mais que se passerait-il si ce dragon avait un lien avec tout cela? Nous n'avons pas encore expliqué sa présence, même si Loki devrait plutôt représenter l'ancien géant. Après tout, nous savons que les dragons sont un secret bien gardé des dragons célestes. Non seulement ils portent mal leur nom, mais le fruit du démon de Kaido était initialement en leur possession. Après que Kaido l'ait volé, Vegapunk l'a cloné, ce qui a permis à Monosuke de créer des dragons artificiels à Punk Hazard sur ordre des dragons célestes. Le dragon numéro 13 que les chapeaux de paille ont combattu ressemblait d'ailleurs beaucoup au cauchemar Nidhugger. Il est donc possible que ce fruit ait eu une grande valeur et une importance capitale pour la sentinelle du vide, mais qu'il ait finalement été saisi par les géants. Jabag semblait vouloir que Harold le mange pour renverser le gouvernement, ce qui, il faut l'avouer, serait idéal pour mener un assaut aérien sur Marijoa, un dragon étant plutôt pratique. De même, Emu souhaitait bien que Harold mange le fruit pour devenir un guerrier invincible. Une erreur de Mu pourrait se retourner contre Ru, car Mu affronte Loki dans le présent. Ainsi bien que l'arrière du ventilateur corresponde mieux aux silhouettes et à certaines connexions. Le besoin de Hager, malgré quelques incohérences, pourrait bien mieux expliquer les pouvoirs de Loki. En fin de compte, c'est à vous de décider lequel il possède, ou si nous nous trompons complètement et qu'il s'agit d'une créature totalement différente. Mais au moins, nous pouvons être sûrs qu'il s'agit d'un Zoan et non d'une créature comme le Gunumi. Je me demande cependant quel est le lien avec l'affirmation de Loki selon laquelle il était le Dieu-Fils qui apportera la fin du monde. Mais peut-être que ce n'est pas lié à son fruit, et que Loki se prend simplement pour Navu la façon dont il a projeté cette image sur Jabek auparavant. Le fruit serait alors totalement indépendant de tout cela. Peu importe car Oda ne nous le montrera pas de toute façon, puisque Loki revient sous sa forme habituelle. Harold reprend partiellement conscience. Il semblerait que les attaques rapides aient temporairement dissipé l'influence d'Emu, un effet similaire à celui de la régénération qui est plus patty. Cela confirme une fois de plus l'idée que le piratage des conquérants bloque tous les pouvoirs et pas seulement la régénération comme avec Delfrids. Curieusement, alors que Harold prétend être possédé, sa marque abyssale commence à se modifier. Une ligne supplémentaire ou un os faute de meilleurs termes apparaît en diagonale absente de la dernière incarnation du symbole que nous avons vu. S'agit-il d'une erreur de dessin? Ou Oda suggère-t-il que la marque d'Harald passe au niveau supérieur comme on l'a vu précédemment? Peut-être qu'Emo craint pour la vie de Harold et le fait évoluer vers le contrat des profondeurs abyssales en urgence pour le rendre encore plus fort et pouvoir prendre possession de son corps, afin d'affronter Loki directement, au lieu de simplement le contrôler, un pouvoir qui semble jusqu'ici réservé à Gorosei et Gongo. Et il est difficile de considérer cela comme une erreur vu le gros plan et la case dédiée où Harold affirme être à nouveau possédé.
Je me demande si cela signifie que la marque évolue ou si elle prend simplement davantage le contrôle. Je me demande aussi pourquoi Amor Legorze n'a pas utilisé l'abîme dans la salle du trône ou s'ils n'y ont tout simplement pas pensé assez vite. Ainsi, Loki n'a d'autre choix que de tuer son père, lui assénant le coup de marteau final et invoquant ainsi un puissant éclair qui s'abat sur la salle du trône du château d'Horus, se concentrant en Ragnar, ce qui explique enfin le large trou dans le toit. Nous l'avons vu dans la salle du trône à l'arrivée de Shamrock et Gunko. Il semblerait toutefois que le toit ait déjà été partiellement endommagé auparavant par les dégâts causés par Loki, comme le montre la scène où Loki apparaît sous sa forme hybride. On peut voir la neige tomber des choses de petit peu autour d'eux, enveloppant non seulement la salle du trône, mais le château tout entier et le reste d'Alboth, comme on le devine, à travers le crâne de Morse. J'imagine que cela n'est pas lié au pouvoir de Loki, mais concerne simplement Alboth, car il semble neiger à une échelle chichée. Le symbolisme de la neige a été utilisé à plusieurs reprises pour représenter la mort, notamment au moment du décès, ce qui pourrait être lié au concept de Fimbulvetr et aux fortes chutes de neige associées à la mythologie nordique et aux terres du Nord en général. Quoi qu'il en soit, la puissance du tonnerre à son apogée s'accompagne d'un bruitage corporel qui, comme mentionné précédemment, est le son du tonnerre, souvent utilisé pour indiquer la fissuration du hockey. Mais ici, il sert à la fois à symboliser le coup de tonnerre et le tonnerre lui-même. Fait intéressant, Harold sourit à Loki dans ses derniers instants en lui disant qu'il l'aime, le sourire étant souvent signe de mépris face à la mort et à l'héritage d'un testament. Dans les toutes dernières cases, Harold perd son sourire. Peut-être sous le choc, peut-être à cause de ses ruminations, mais cela pourrait aussi être lié à l'incapacité de Loki à accomplir ses volontés. Alboth étant figé dans le temple pendant plusieurs années. Tandis que Loki tue Harold, on aperçoit Shang qui observe la scène près de Jarl. Comme il l'avait dit précédemment, il voulait tenter de sauver Harold, mais il a compris qu'il en était incapable. Je me demande encore une fois pourquoi. En tant que témoins, ils ont gardé le silence sur la vérité concernant Loki, d'autant plus que Shanks l'avait vaincu et capturé en mer 6 ans auparavant, à peu près au même moment où il était devenu un empereur. Après ce jour, les habitantes d'Alboth ont cru que Loki avait assassiné son père par pure violence. Toute sa vie, chacun de ses actes a été mal interprété. Dès sa naissance, il fut prophétisé qu'Harold serait tué par son propre fils. Finalement, il semble que ce ne fut qu'une simple coïncidence, une rumeur propagée par Estrida, ou même une véritable prédiction comme celle de Charlie, mais sans contexte. On l'accusa d'avoir massacré les familles royales comme un cheval, ce qui laissait entendre que cela pouvait être dû au mauvais traitement infligé par la mère et le frère de Loki. On accusa Loki d'être responsable des cataclysmes sur Alboth, de la mort de Jarl, des mains de Lilin et de celles de sa propre mère. Bien qu'il n'en fût pas directement responsable, on l'accusa d'avoir déchaîné les créatures des enfers sur les villages d'Alboth dans une tentative désespérée d'attirer l'attention, voire pour survivre. On l'a accusé d'avoir incendié un village par simple plaisanterie. Mais la vérité, c'est qu'il l'a fait parce que ces personnes avaient tué sa mère. Et bien sûr, l'affirmation selon laquelle il aurait assassiné son père de sang-froid manquait cruellement de contexte. Cela ne signifie pas que Loki n'ait pas pu être un homme violent et irritable, conséquence de son enfance difficile. Mais il est clair que c'est la bonté qui l'a transformé et qu'au fond, il aspire simplement à être accepté dans une société qui refuse de le comprendre. En revanche, Harold était loué, aimé et adoré aveuglément. Mais il était naïf et crédule, mettant en péril l'avenir de son peuple par son obsession à atteindre ses objectifs.
Il est clair que Harold a du mal à se soucier de l'opinion d'autrui, même si ce n'est pas par malice, car il n'a guère remarqué les sévices que Loki lui a infligés enfant. De plus, il a ignoré les avertissements d'Aid et de Saul concernant son entrée au gouvernement. Finalement, il a assumé ses erreurs et a tout mis en jeu pour l'avenir de son pays, car malgré ses actions mal avisées, c'était là sa conviction profonde. Et il y est, resté fidèle jusqu'à sa mort. Harold n'était peut-être pas le roi parfait et adoré que l'on attendait, mais un homme imparfait avec sa propre naïveté et ses faiblesses. Pourtant, tout comme son fils, malgré leurs incompréhensions respectives, tous deux portaient en eux l'amour qu'Eda avait si profondément laissé derrière elle.